Bonjour Alain, merci beaucoup d'être avec nous. Alors là, vous êtes là, on va dire un peu sous deux casquettes. Alors vous êtes aujourd'hui DG de Descartes Capital et vous avez aussi été, jusqu'à il y a peu, donc patron du fameux fonds pour alors Digital Sovereignty, qu'on a appelé alors ECTI, ETCI, je me trompe tout le temps. Pourtant, j'en ai écrit des papiers dessus. Alors évidemment, la question de la création de champions européens ou de leaders mondiaux, c'est un peu notre serpent de mer, on va dire, depuis quand même pas mal d'années. Est-ce que vous trouvez que ça y est, on a enfin avancé sur le terrain du financement en Europe? On y est ou pas? Alors c'est effectivement plus tout à fait un serpent de mer, dans la mesure où, et ça a pris corps, disons début 2020 déjà, et aujourd'hui on a une initiative en fait européenne. Il y en a quand même pas beaucoup qui développent une vision et qui l'implémentent en fait dans la foulée. Et en quelques années, 2, 3 ans, on a finalement aujourd'hui une quinzaine d'acteurs de taille, on va dire suffisante, c'est-à-dire autour d'un milliard, une quarantaine déjà de scale-up financés, dont une petite douzaine de licornes. Donc c'est quelque chose qui n'est pas neutre. Alors est-ce que c'est suffisant? Probablement non quand on compare aux États-Unis, mais il faut comparer à la situation avant 2025, où on avait en réalité pas d'acteurs financiers. Donc ce n'est pas seulement un problème de liquidité, on va en reparler après. La liquidité, il y en a. La problématique, c'était l'absence d'acteurs de marché, c'est-à-dire de fonds d'investissement de taille suffisante, qui pouvaient prendre le relais des investissements plus modestes, plus petits, en start-up, et qui accompagnaient en fait ces firmes au-delà d'un certain montant. Mhm. Bon, on est quand même un événement fintech. Est-ce que vous avez vu beaucoup d'entreprises de fonds passer? Est-ce qu'on peut avoir des champions européens de la fintech, des champions européens mondiaux, ou est-ce qu'on va en voir continuer à filer encore? Un des bons exemples, c'est quand même Klarna. Oui. Alors, bon, on en a, c'est un exemple au départ, Revolut en est d'autres, il y en a plein d'autres en fait qui sont en préparation, sur un thème aussi un peu différent, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les fintechs sont ou disruptées elles-mêmes par l'IA, donc par des, on va dire, des acteurs plutôt venant de l'IA, ou alors vont se développer à partir de l'outil d'IA. Donc on parle souvent de l'IA comme quelque chose de générique. En réalité, indépendamment, disons, de la technologie IA, il y a notre capacité à l'utiliser. Et donc, clairement, dans le cadre des fintechs, c'est clairement un enjeu. Donc, on a certainement les capacités, puisqu'on le voit dans tous les secteurs, pas seulement de la fintech, à générer des acteurs innovants qui sont capables de se positionner sur leur marché. Et bien sûr, la capacité à aller se développer ailleurs, dans le reste de l'Europe, j'ai entendu ce qui s'est dit précédemment, mais aussi à l'extérieur, donc d'être global dès le départ en réalité. Donc oui, la réponse est clairement oui, on aura la capacité et on générera toujours des acteurs potentiellement globaux à partir de l'Europe. Alors comment est-ce qu'on fait pour mobiliser encore plus, encore plus d'argent, et puis notamment peut-être aussi du secteur privé, en fait, qui nous manque? Voilà, alors c'est vrai que le public, quelque part, a joué son rôle. Quand on a mis en place cette initiative, qui a effectivement différents noms, ETCI en est un, en effet, c'est-à-dire European Tech Champion Initiative, l'idée, en fait, était de faire d'une pierre deux coups. C'est-à-dire, d'une part, d'abonder le marché avec de la liquidité, donc à peu près 4 milliards, et deuxièmement, de créer en fait les acteurs de marché qui n'étaient pas présents, puisque en réalité, la plupart des acteurs présents encore aujourd'hui étaient principalement en fait américains, voire asiatiques. Donc c'est une des problématiques à laquelle on fait face. Donc on peut dire que le public a fait a joué son rôle, a créé en fait les acteurs de marché qui étaient nécessaires en Europe. Donc aujourd'hui, on en a, comme j'ai dit, une quinzaine. Bien sûr, il en faudra d'autres.
Bien sûr, il faudra qu'ils soient de taille plus importante, mais voilà, ces acteurs sont présents maintenant sur le marché, existent et permettent en fait de continuer à investir dans les entreprises les plus successful. Maintenant, effectivement, l'enjeu est différent. Là, c'est le serpent de mer, c'est-à-dire le serpent de mer en fait de ce qu'on appelle toujours le fléchage en fait de l'épargne. En fait, la liquidité est présente en Europe, elle est assez abondante, comme on le sait. Les taux d'épargne qu'on constate en France de l'ordre de près de 20% en ce moment ne sont pas uniques à la France. Vous allez regarder en Allemagne et dans d'autres pays, on a à peu près les mêmes problématiques. Donc on a une épargne abondante. Simplement, cette épargne, pour des tonnes de raisons en fait historiques, principalement d'abord de culture, mais aussi de régulation, quelquefois de découragement à prendre des risques. Aussi pour de bonnes raisons, parce qu'on a subi des pertes dans le passé, etc. Un manque d'éducation en fait, financière, et une problématique aussi de génération. On a effectivement en fait, cette épargne qui est encore collée sur un certain nombre de produits plutôt court terme. Même si dans les assurances-vie, on les critique souvent, les assurances-vie en fait contiennent des produits qui eux sont de l'ordre de l'investissement plus risqué, productif, etc. Donc pas non plus trop généralisé de ce point de vue-là. C'est plus par rapport au livret A qui est effectivement plus passif et plus court terme. Donc effectivement, ce que moi je perçois aujourd'hui, c'est qu'on a quand même un appétit qui est en train de... ou un intérêt, on va dire un intérêt, aussi parce que la géopolitique nous aide. Ouais, le côté souveraineté, ça y est. C'est ça, moi, je n'ai plus à convaincre partout en Europe de la partie souveraineté. Clairement, on voit maintenant un certain nombre d'investisseurs institutionnels, on va peut-être y revenir, qui changent en fait d'attitude. Mais pour en revenir juste sur les particuliers, on a effectivement un changement de paradigme de ce point de vue-là. Prenez le dernier rapport qui a été fait sur les intentions. Alors, ce sont des intentions seulement d'investir par classe de génération. Et vous voyez en fait que la classe des 18-35 ans, une personne sur deux souhaite investir dans des produits plus productifs, plus innovants, plus d'equity, etc. Donc c'est aussi une question de génération, d'attitude face au risque, d'éducation, etc. Donc ce sont des choses qui sont en train de bouger. Et les institutionnels aussi. Alors les institutionnels, à mon sens, et je le vois, sont aussi en train de bouger clairement. Je crois que là, il y aura un avant et un après ces événements depuis l'année dernière. On voit maintenant des investisseurs institutionnels qui sont extrêmement sensibles, je dirais, à titre d'investissement pour fonds propres, mais pas seulement. C'est-à-dire qu'ils sont aussi interpellés par un certain nombre d'actionnaires ou de sociétaires, pour des sociétés, pour des institutions financières, par exemple, mutualistes, etc., poussés à créer et à offrir des produits qui permettent justement d'investir plus facilement dans ces produits dont on a besoin, dans ces investissements dont on a besoin. Mais écoutez, merci beaucoup Alain Godard d'être venu sur FinTech Révolution.